Bonjour, le cours d'aujourd'hui c'est la fièvre typhoïde. Donc on va commencer par l'introduction. Donc la fièvre typhoïde est une bactériémie à point de départ, à point d'entrée digestive, à point de départ lymphatique, due à certains sérotypes de Salmonella enterica. C'est l'espèce pathogène chez l'homme, c'est la Salmonella typhi et paratyphi A, B, C. Donc, il s'agit d'une maladie très contagieuse, maladie à déclaration obligatoire, pose un problème de santé publique dans les pays en voie de développement et à faible niveau d'hygiène et accès de l'eau potable est précaire. Actuellement, les efforts en termes de la production de l'eau potable en Algérie sont très importants. Dernière épidémie à Batna en 2003. La gravité liée à l'endotoxinémie qui est responsable de manifestations non suppuratives au niveau du myocarde, l'intestin et l'encéphale. Donc le réservoir strictement humain et la transmission féco-orale. Donc les bactéries franchissant la muqueuse intestinale sont lysées et atteignant la circulation sanguine via le système lymphatique. Donc la liste de bactéries libérées une endotoxine qui permet de donner des manifestations viscérales. L'incubation est entre 10 jours jusqu'à 3 semaines. Donc la phase d'invasion dure une semaine, caractérisée par une fièvre progressive croissante, céphalée, insomnie, asthénie, anorexie, troubles digestifs, hypodyssocie, splénomégalie dans 30% des cas. La phase d'état est fièvre en plateau avec un typhose, c'est-à-dire inversement de rythme nictiméral, prostration et obnubilation. Aussi douleur abdominale, diarrhée dans les deux tiers du cas, hypodyssocie, angine du Dugas, c'est-à-dire du gaz, ulcération superficielle de petite taille au niveau du voie du palais, splénomégalie inconstante et un exanthème lenticulaire au niveau du tronc dans le 2 tiers des cas. Pour complications, on a 3 types digestives caractérisés par hémorragie et perforation, toxinique, myocardite et encéphalite, et localisation septique secondaire. Pour le diagnostic biologique CRP élevé, leuconeutropénie et la confirmation du diagnostic par l'hémoculture. Le traitement basé sur 3G et aussi l'équinolone. La prophylaxie, c'est la vaccination efficace contre Salmonella typhi et paratyphi C. Donc, on passe au chapitre de l'épidémiologie. Donc, l'agent causal Salmonella typhi ou bien le bacille de Albert ou la Salmonella paratyphi A, B ou C sont des bigéennes mobiles, aérobie et anaérobie facultative, munis de flageller ont une mobilité péritriche, c'est-à-dire due à plusieurs flagelles. Elles sont des germes résistants, c'est-à-dire supportant le froid et la dessiccation et peuvent survivre dans l'eau plusieurs semaines. Un chauffage de 60 minutes à 56 degrés suffit à les détruire. Ils sont également sensibles à la chlore et l'acide. Elle possède 3 antigènes. L'antigène O, c'est l'antigène somatique responsable de l'endotoxine. L'antigène A, c'est l'antigène flagellaire et l'antigène VI, c'est l'antigène capsulaire qui est utilisé dans la vaccination. Pour le réservoir, donc le réservoir est strictement humain, malade, convalescent et porteur sain, parfois porteur chronique en raison de la persistance de la bactérie au sein du biofilm à la surface de lithiase biliaire, donc le portage soit digestif, soit urinaire, soit biliaire. La transmission directe ou bien indirecte, directe par transmission main-portée, maladie périphéricale, maladie des mains sales, et indirecte par l'ingestion de l'eau, coquillages et fruits de mer, les légumes crus, l'absorption des aliments manipulés par porteurs des bactéries, donc aussi le rôle du mouche comme vecteur est possible. Donc l'eau se vend à l'occasion des cross-connexions, l'eau potable avec l'eau usuelle. Donc, pour la géographie, c'est une maladie urbaine. Les facteurs de réceptivité, c'est l'hypochlorhydrie gastrique. Et pour la mycoviscidose, ne font ni la typhoïde ni choléra. Et on termine par dire que cette maladie n'est pas immunisante.
Pour la physiopathologie, donc après l'absorption orale, la première barrière, c'est l'acidité gastrique. Donc, il faut un inoculum important, environ de 10 puissance 7. Les bactéries franchissant sans effraction via la cellule M ou les entérocytes de la muqueuse ou elles entraînant un afflux du macrophage qui vont ingérer sans les détruire. S'ensuite, la dissémination par voie lymphatique puis canal thoracique vers la circulation sanguine. Donc, c'est une bactériémie lymphatique. Puis l'acquisition d'une immunité cellulaire entraîne une liste de bactéries qui va libérer l'endotoxine qui entraîne une atteinte viscérale, généralement digestive ou bien cardiaque cérébrale. Donc, c'est ça. On passe aux cliniques. Donc, pour la clinique, l'incubation est silencieuse de 7 à 15 jours. La phase d'invasion, c'est le premier septennat, le début progressif caractérisé par fièvre progressive, c'est-à-dire ascension de 1 degré le soir et chute de demi-degré le matin pour atteindre 40 degrés en semaine. Des signes digestifs type nausée, constipation, anorexie de l'air abdominal. Des signes avec une épistaxie unilatérale, des signes nerveux type céphalée rebelle et insomnie. Examen physique, on retrouve un patient asthénique avec un pouls peu accéléré, décroître, dissocié à la température, langue saburale des lèvres sèches, météorisme abdominal avec la fosse iliaque légèrement sensible et gargouillante, splénomégalie avec parfois des râles bronchiques. La deuxième septennat, c'est-à-dire la phase d'état, symptomatologie plus riche, donc l'état général est altéré, pâleur, fièvre entre 39 et 40 en plateau, une asthénie, visage toxique, des lèvres fuligineuses, le pouls lent et dissocié, décroître et tension pincée. Des signes nerveux type céphalée, les typhos, c'est-à-dire apathie, indifférence, prostration, délire, inversement du sommeil. Et aussi, on va y avoir des mouvements morphologiques, c'est-à-dire rechercher, attraper une chose qui n'existe pas. On a aussi des signes digestifs type anorexie, langue saburale, diarrhée fétide en jus de melon. Pour l'examen physique, météorisme abdominal avec une fosse iliaque sensible et gargouillante, splénomégalie modérée, molle non douloureuse, parfois hépatomégalie, une tache rose lenticulaire inconstante mais pathognomonique, ce sont des petites taches rondes, rose effacées à la vitrepression, observées au niveau de l'abdomen, la base de thorax et évoluer en poussée. Et on a aussi une ulcération du duguet, c'est-à-dire ulcération ovalaire au niveau du voile du palais. Bon, pour la phase de complication, donc elles peuvent être révélatrices de la maladie qui est malhonnête traitée, classiquement après 2 semaines d'évolution, donc liée à la complication de l'endotoxine. On commence par les complications nerveuses, sont surtout la cérébrite, se manifester par des artères, un tremblement des fins des extrémités, une hypermétrie, c'est-à-dire épreuve de doigts de nez, et la diadoxocynie, c'est-à-dire mouvement rapide de marionnette, et trouble de l'équilibre et élargissement du polygone de systension. Toujours dans les complications neurologiques, on a aussi encéphalite typhoïde caractérisée par des troubles de la conscience allant de obnubilation jusqu'à du coma, signes neurovégétatifs, troubles respiratoires, instabilité intentionnelle, des crises hypotoniques et hypertoniques. On a aussi des méningites du asalmonatifié exceptionnel, syndrome méningé avec réaction cellulaire type lymphocytaire. Deuxième complication cardiovasculaire caractérisée par myocardite, tableau aigu de tachycardie, assourdement du bruit de cœur, bruit de calot, insuffisance cardiaque et électriquement par bradycardite, BAV et troubles de repolarisation. Deuxième signe, c'est collapsus cardiovasculaire, se traduit par tachycardie, chute brutale de température et de tension, altération de conscience et oligurie, accroissement de la courbe du pouls et de température.
Troisième type de complication, c'est complications digestives, soit hémorragie, soit une perforation. Donc l'hémorragie digestive due à soit une coagulation intraveineuse disséminée, CIVD, soit une ulcération intestinale annonçant par perforation ou de thrombopénie. Elles peuvent être massives, diarrhée sanguinolente rectorragie et entraînent une hypovolémie, mais peuvent être occultes, dépistées par recherche de sang dans les selles ou chute de l'hémoglobine. Donc, deuxième type de complication digestive, c'est la perforation intestinale évoquée devant douleur abdominale et népalococitose. On a deux tableaux, perforation sténique et asténique. Donc, la perforation sténique, il s'agit d'un tableau de perforation en péritoine libre avec douleur abdominale et différentes contractions. À l'esprit, on trouve un croissant gazeux. Pour perforation asténique, il s'agit d'une petite perforation péritoine cloisonnée de l'air abdominal sans défense ni contraction. Donc, d'autres complications digestives, c'est l'abcès hépatique et hépatobiliaire, hépatite granulomateuse. On passe au diagnostic. Pour le diagnostic basé sur des arguments épidémiologiques, notion 6 jours de endémie, l'âge extrême, cas similaire. Argument clinique, fièvre d'installation progressive ou bien plateau, le pouls dissocié, typhose, détache lenticulaire, épistaxis. Pour les éléments d'orientation, leuconotropénie, parfois thrombopénie. À l'inverse, on trouve une hyperleucocytose chez les enfants, ou bien en cas de perforation digestive. Élévation de ALAT et LDH, VS aussi élevé. Pour l'examen de certitude, c'est l'isolement de bactéries dans le sang par l'hémoculture dans le premier et le deuxième septennat, mais diminué par la suite. Deuxième moyen, c'est la coproculture, l'élimination de salmonella par intermittente. La coproculture doit être répétée et elle peut rester positive après le traitement, signe de portage biliaire ou intestinal. La sérologie de Vidal et Félix, peu contributive, doit être abandonnée. Donc, elle est décélérée deux types de anticorps dirigés contre l'antigène O et H, devient positive à partir du deuxième septennat. Donc, les agglutinines anti-O positives lorsqu'ils supérieurs à 100. Mais on a des faux positifs sont les salmonella notifiques, yersignose, le typhus, le palu et dysglobulinémie. Le diagnostic différentiel, c'est toutes les diarrhées. Donc, le traitement, donc molécules activées in vitro et en bonne diffusion lymphatique et intracellulaire et aussi une bonne élimination biliaire se forment actives sont fluoroquinolone, ceftriaxone, l'azithromycine. Donc, la conduite selon l'instruction algérienne. Première intention, c'est le cotrimoxazole 484 comprimés par jour pendant 15 jours. L'alternative sont l'amoxicilline 4 à 6 grammes par jour ou bien la thionphénicol 2 à 3 grammes par jour pendant 15 jours ou bien la rocifine, c'est-à-dire la ceftriaxone 75 mg par kilogramme par jour pendant 5 jours. La rocifine, c'est la molécule préférentielle en pays développés parce que elle stérilise le portage biliaire. Donc, dans le pays aussi développé, on utilise l'ofloxacine 200 mg fois 2 par jour pendant 7 jours. Et chez la femme enceinte, grossesse et l'enfant, on utilise la rocifine 75 mg par kilogramme par jour pendant 5 jours. Traitement associé ou bien traitement adjuvant, c'est on a signe de toxine. On utilise corticoïdes 1 mg par kilogramme par jour. L'hémorragie, on fait transfusion. Perforation, c'est la chirurgie. Donc, on termine par la prévention. La prévention, on a 3 moyens de prévention. Premièrement, prophylaxie des maladies de transmission hydrique par l'hygiène individuelle et collective, c'est la PCC. Déclaration, lavage des mains et de crudité. Chloration de l'eau de boisson et l'écholage du puits. Et restauration collective avec éviction de portage chronique.
La vaccination, vaccin euh, TIFI-V, recommandé dans les pays développés pour les voyageurs en zone d'endémie. Elle protège contre salmonelle TIFI et paratyphe C pendant 3 ans. Aussi pour les problèmes de porteurs chroniques, si l'éradication passe par la cholécystectomie en cas de vésicule laiteuse ou par traitement de schistosome, ou bien par la fluoroéquinocotrimoxazole pendant 4 semaines. Et c'est un traitement proposé. Et merci.